Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Tour d'Horizon. Aujourd'hui, nous allons voyager vers les tendances et les destinations du moment et vous allez voir, des surprises sont au rendez-vous. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui deux membres d'Indico Unlimited. C'est une agence de marketing et communication spécialisée dans le tourisme, l'hôtellerie et l'art de vivre. Donc, nous recevons aujourd'hui Hélène Berthaud, directrice marketing. Bonjour. Bonjour. Et Laura Viexorek, attachée de presse. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu toutes les deux? Qu'est-ce que vous faites au sein de cette entreprise? Alors, donc moi je suis Hélène Berthaud, je suis la directrice marketing de l'agence. On est une petite agence de marketing touristique, ce qui veut dire que nous sommes des spécialistes de la communication et du marketing et qu'on travaille exclusivement pour des marques tourisme, à savoir des institutionnels ou également des sociétés privées, que ce soit des hôtels, compagnies aériennes, autres structures dans le tourisme qui vont nous confier leurs promotions en France ou sur les marchés européens francophones. Voilà. Et donc moi je suis Laura Viexorek, je suis attachée de presse depuis maintenant plus de 3 ans chez Indigo. Et donc moi mon rôle c'est vraiment de faire le lien entre nos clients, donc les destinations touristiques et les médias français pour que les journalistes, les médias dans leurs pages, sur les journaux télévisés parlent de nos clients, parlent de nos destinations pour faire rêver les lecteurs et leur donner envie de voyager vers ces destinations-là. Alors d'ailleurs, justement, on parle de destinations de voyage. Quelles sont les plus populaires en ce moment et pourquoi? Alors là, ça y est, on rentre dans l'été. Donc, comme en presse, on parle de marronnier. Ces temps dont on va parler en fonction de l'année, ça va être des temps qui ponctuent comme ça l'année. Là, au mois de juin, on est vraiment sur un focus sur la France, en première destination préférée des Français. C'est vrai que les Français ont l'habitude de partir en France, visiter leur famille ou leurs amis, et également tout ce qui est bassin méditerranéen. Donc, dans le tiercé, on a l'Espagne, la Grèce, la Tunisie, plus ensuite donc d'autres destinations du bassin méditerranéen. Viennent ensuite les longs courriers, mais uniquement à partir de la 10e position. On a la République dominicaine, Thaïlande en 13 et États-Unis, qui est également une grosse desti de l'été, en 14e position. On voit qu'à partir du mois de septembre, ça change, où on a vraiment un changement de mentalité. Les Français vont se positionner plutôt sur des destinations soleil d'hiver et également sur les saisons de ski. Voilà. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler des tendances actuelles en matière de voyage? Qu'est-ce qui motive, par exemple, les voyageurs à choisir telle ou telle destination? Alors depuis le Covid, énormément de choses ont changé. On voit aujourd'hui que les voyageurs ils veulent se recentrer sur l'essentiel, prendre le temps, profiter de leurs proches, donc ils voyagent en famille, entre amis. C'est ce qu'on appelle le slow tourisme, donc on prend plus le temps dans les destinations qu'on visite, on évite les plannings trop chargés, etc. Et on a envie surtout de grands espaces. Donc ça c'est une première tendance. On a aussi la tendance du micro-tourisme et de la micro-aventure qui est resté depuis le confinement, parce que c'est vrai que quand on était limité dans nos déplacements, on était forcément limité en distance, on ne pouvait pas aller à plus de 10 km, etc. Donc ça nous a forcé à redécouvrir autour de chez nous. Et ça nous a donné envie en fait, de profiter des choses simples. Donc ça, les micro-aventures, c'est une autre tendance. Le tourisme durable, bien sûr, aussi. Forcément, on est de plus en plus conscient aussi de notre empreinte carbone. Le tourisme durable, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être dans le choix de la destination qui peut être engagé. Ça peut être dans le mode de transport qu'on va choisir. On voit que les voyages en train explosent dernièrement avec le retour des trains de nuit, notamment. Et ça peut être également de voyager mieux, c'est-à-dire de partir plus longtemps dans une destination, de faire participer les populations locales, etc. Donc tout ça dans une logique de ce qu'on appelle le revenge travel, donc c'est-à-dire la volonté et l'envie de voyager parce qu'on a été confinés chez nous pendant super longtemps, donc là on n'a qu'une envie, c'est de voyager, et ce malgré l'inflation en ce moment, parce que ça coûte de plus en plus cher, mais les Français ne sont pas prêts à renoncer à leurs vacances. Et également autre chose qui est intéressant, qu'on appelait avant le ciné-tourisme, mais qui aujourd'hui a un nom un peu plus anglicisme, donc c'est le set-jetting. Okay. C'est le fait de voyager sur les lieux de tournage de nos séries favorites ou films favoris qu'on a pu découvrir ou redécouvrir pendant le confinement. Donc de voyager sur ces lieux de tournage, et ça nous fait rêver, et ça participe aussi à la promotion touristique. Et alors, parmi toutes ces destinations dont vous nous avez parlé, est-ce qu'il y a des destinations émergentes ou un petit peu moins connues qui méritent d'être découvertes selon vous?
Oui, bien sûr. Alors, nous, on peut parler à notre échelle sur nos clients. Je pense notamment à la Slovénie, qui est un de nos clients et qui plaît de plus en plus, notamment depuis la pandémie. C'est un tout petit pays qui est situé entre l'Italie et la Croatie, qui est à moins de 2 heures de vol de Paris. Donc, on peut tout faire très rapidement parce qu'on atterrit sur la capitale Ljubljana et on va rayonner autour dans un rayon de 1h30 de route. On peut faire quasiment tout le pays parce que c'est vraiment un tout petit confetti. Il y a vraiment plein de choses à faire là-bas. Donc nous, c'est une destination qu'on aime beaucoup, qu'on pousse beaucoup et qui fonctionne vraiment particulièrement dans les médias. On l'a vu depuis quelques années. Plus récemment, au sein de l'agence, on a entré aussi l'Estonie. Donc l'Estonie, ça évoque peut-être pas grand-chose chez tout le monde, mais il faut savoir que donc, c'est le pays le plus au nord des pays baltes. Donc on pense souvent Estonie, Lettonie, Lituanie. Ouais. Donc c'est ces 3 pays-là. Et qu'est-ce qu'il y a à faire en Estonie? Eh bien plein de choses, parce que c'est le pays du bien-être, énormément de spas, beaucoup de nature. On a cette proximité avec la Finlande, donc un esprit très scandinave, etc. Donc c'est hyper intéressant à découvrir et ça coûte moins cher que la Finlande, la Norvège et tous ces pays-là qui ces derniers temps forcément ont vu leur budget exploser. Et je pense également dans un autre style à Saint-Martin, dont on s'occupe avec Hélène en binôme à l'agence, donc qui est une destination vraiment auquel on ne pense pas forcément quand on pense aux Antilles françaises. On pense Guadeloupe, on pense Martinique. Ouais, un peu les grands classiques. Voilà, c'est ça. Et ben nous, l'idée, c'est de montrer que Saint-Martin, elle a rien à envier en tout cas à ses voisines. C'est une île vraiment hyper surprenante où la culture de la fête est partout. On mange très très bien. Ça a d'ailleurs la réputation d'être la capitale gastronomique des Caraïbes. Et il faut savoir que les plages sont extrêmement belles parce que même les Martiniquais et les Guadeloupéens viennent en vacances à Saint-Martin. Donc c'est pour vous dire. Voilà. Et Hélène pourra aussi peut-être partager ses destinations favorites du moment. Peut-être avec Jérusalem, pour lequel tu as eu l'occasion de travailler. C'est vrai que nous, ce qu'on aime vraiment, c'est de travailler des destinations auxquelles on ne s'attend pas. C'est ça qui est le plus intéressant d'un point de vue vraiment stratégique. Et c'est vrai que notamment, on a eu comme client la ville de Jérusalem. D'accord. Donc c'est vrai que c'est assez chargé au niveau religion, etc. Mais c'est une ville absolument fantastique. Et qu'on soit religieux ou pas, c'est une ville qui a énormément d'énergie, de dynamisme. Où tout le monde vit les uns avec les autres, c'est vraiment impressionnant. La vieille ville de Jérusalem fait 1 seul kilomètre carré, donc on peut imaginer cette densité de population et surtout de culture. C'est un métissage, un exotisme humain qui est vraiment impressionnant. Et puis pour les amateurs d'histoire aussi, parce que Ah bah finalement, oui. il y a des monuments à tous les coins de rue, je pense. Exactement. Et alors, donc pour vous, quels sont les principaux défis que vous devez relever lorsqu'il s'agit de promouvoir, par exemple, des destinations comme l'Estonie ou la Slovénie, voilà, des pays qui sont un petit peu moins connus, où il y a peut-être un petit peu moins d'infrastructures. Enfin, voilà, pour vous, quels sont les défis à relever? Alors les défis, déjà, ça va être casser les clichés. Les destinations dont on vous a parlé ne sont pas vraiment bien connues sur le marché français. C'est vrai qu'on a eu des déficits de notoriété sur des destinations comme l'Estonie, sur l'île de Saint-Martin. Saint-Martin, il y en a plein en France, donc Saint-Martin aux Caraïbes. Donc déjà, positionner la destination dans la mentalité des gens. Également, casser les clichés. Une ville comme Jérusalem, c'est que pour les pèlerins, absolument pas. La moyenne d'âge à Jérusalem est de 27 ans. Il y a toute une scène culturelle qui explose. Au niveau gastronomique, c'est pareil. Donc vraiment, notre travail, ça va être ça, d'éliminer au fur et à mesure les freins à la vente et également changer les habitudes. Donc quand je dis changer les habitudes, ça va être donc du grand public à travers donc, des opérations de relations presse comme peut les effectuer Laura, mais également des professionnels du tourisme qui, par facilité, vont choisir vont conseiller les mêmes destinations. Donc c'est à nous d'être sur le pont pour les former, pour les motiver à vendre, faire des campagnes et voilà, pour faire monter la destination et vraiment la lancer sur le marché. Et alors, pour vous, comment les médias sociaux ont-ils influencé l'industrie du voyage et quel impact ça a eu sur le choix des voyageurs? Parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus d'influenceurs, il y a beaucoup plus de communication justement sur les réseaux autour des destinations. Donc voilà, pour vous, comment ça a influencé justement votre métier? Eh ben, globalement, les médias sociaux ont fait que tout allait plus vite.
que ce soit dans le voyage et d'ailleurs dans plein d'autres domaines. Donc c'est-à-dire que maintenant sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, même avant ça, on savait qui était parti où en vacances, ce qu'il avait fait, avec qui il était parti, etc. Donc on avait un petit peu ces cercles d'amis en fait qui nous donnaient des idées en fait pour partir en vacances, partir en voyage. Et l'avantage aussi du tourisme, c'est que c'est hyper photogénique. Ouais. Voilà, pour de la création de contenu, c'est génial, ça fait rêver, toujours des beaux paysages, etc. Donc en fait, inconsciemment, nous-mêmes, on va donner envie à notre cercle proche de partir dans les mêmes destinations que nous. Et d'ailleurs, le bouche à oreille, c'est un des premiers vecteurs d'information lorsqu'on cherche une destination touristique. Donc déjà, les médias sociaux ont eu cet impact-là. Il y a eu aussi bien sûr des dérives, puisque qui dit tout va plus vite, et bien forcément, dès qu'on met le doigt sur une petite pépite, qu'on en parle sur nos réseaux, qu'on est un petit peu influent, et ben tout le monde va y aller. Ouais. Et donc c'est là où on trouve les dérives forcément des réseaux sociaux, le surtourisme, etc. On pense notamment à Santorin, où tout le monde va faire sa photo Instagram, et en fait quand on voit l'envers du décor, ça donne pas forcément envie. La fameuse balançoire à Bali, voilà. C'est ça, ouais, c'est vrai que Santorin on voit que ça. Voilà, c'est ça. Et donc peut-être que ça va un petit peu nous freiner aussi nous à y aller, parce qu'on se dit non, il y a trop de monde, en fait c'est un petit peu surfait, etc. Donc le rôle aussi de la communication grâce aux réseaux sociaux, ça va être de réorienter les flux de touristes, donc essayer de leur montrer autre chose, et aussi également développer un petit peu tout ce qu'on appelle le hors des sentiers battus, montrer un petit peu les petites pépites auxquelles on ne pense pas forcément. Voilà. Et alors justement, quelles sont les principales préoccupations des voyageurs? Donc peut-être découvrir des choses un petit peu différentes. Voilà, selon vous, c'est... Que recherchent les gens qui voyagent? Alors, avant de parler des préoccupations, on va faire un petit rappel sur les motivations. Ouais. C'est vrai qu'on a un trio gagnant en termes de motivation qui va être l'isochrone, le prix et l'offre. Alors déjà, savoir combien de temps on a pour voyager. L'isochrone, c'est vraiment combien d'heures de vol on va s'accorder ou de trajet, que ce soit en train, à vélo, peu importe, pour arriver à destination. Ensuite, le prix. Les voyageurs low cost vont voyager low cost, les voyageurs luxe vont voyager luxe, ou justement vont chercher un bon rapport qualité-prix en fonction de la cible. Et ensuite, l'offre touristique. Est-ce qu'on veut quelque chose, je ne sais pas, voyager pendant un festival, ou justement un voyage nature où on est seul au monde, où il n'y a pas d'infrastructure touristique ou très peu. Donc ça, c'est vraiment le trio gagnant. Et ensuite, ça va être la destination en elle-même, de manière intrinsèque, qu'est-ce qu'elle peut offrir. À savoir, donc on a beaucoup de voyageurs d'assets, ce qu'on appelle le tourisme de niche, à savoir un plongeur passionné de plongée va choisir des destinations où il pourra aller sur des sites de plongée, pareil pour les golfeurs, des marcheurs, etc. Donc voilà, vraiment où justement ça va être des city breaks, des découvertes à la fois culturelles, nature. La diversité peut également faire la nature même d'une destination, donc c'est pour ça que les voyageurs vont choisir une destination plutôt qu'une autre. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que c'est comme ça également qu'on voit la concurrence. Ouais. C'est-à-dire que, je ne sais pas, une île, par exemple l'île de Saint-Martin, ne va pas être forcément concurrente avec la Martinique et la Guadeloupe, qui sont ses voisines. Saint-Martin va être plutôt concurrente avec l'île Maurice, qui n'est pas du tout dans la même région du globe. Oui, bien sûr. Voilà, on est vraiment sur des types de concurrence complètement différents quand on pense comme ça. Et donc au niveau des préoccupations, donc comme le disait Laura, le Covid est passé par là, on a changé de mentalité sur beaucoup de choses, notamment sur la partie environnementale. C'est vrai que maintenant ça joue un rôle qui est vraiment fondamental. Il y a ceux qui ont décidé de ne plus voyager en long courrier, il y a ceux qui ont décidé de se réserver pour peut-être 1 ou 2 voyages, un tous les 1 an ou 2 ans. Ensuite, ce qui est maintenant vraiment fondamental, c'est le côté expérientiel. Expérientiel dans le sens où les gens veulent faire des choses entre guillemets intelligentes quand ils sont sur place et vraiment uniques. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire dans ce lieu-là qu'ils ne pourront pas faire ailleurs ? Rencontrer des locaux, vivre des expériences uniques, que ce soit parce qu'ils vont faire quelque chose d'artisanal, de culturel, ou justement un sport dans des environnements fantastiques. Il y a ça, et également le côté humain. Toujours, le Covid est passé par là. On voit que les gens voyagent de plus en plus en couple, en famille ou en amis. Et on a également ce côté communauté qui se développe à fond.
Donc on n'y pense pas forcément, mais ceux qui voyagent seuls, on pense aux backpackers, donc ces voyageurs sac à dos, qui eux vont partir seuls pour rencontrer le monde, ou également les vanlifers. Ouais, j'allais en parler parce que ça, c'est pareil, c'est une tendance qui émerge énormément. Il y a des gros succès, notamment avec des salons du camping-car, tout ça. Enfin, il y a vraiment une vraie communauté de vanlifers qui est en train de grossir. Tout à fait. Et comme vous le dites, une communauté. Ce qui fait que même si les gens vont partir seuls ou à deux, et ben l'idée c'est de se retrouver avec d'autres vanlifers pour, sur certaines étapes, faire même des étapes ensemble. Donc on a vraiment ce côté humain qui a pris une force qui est vraiment fondamentale. Alors Laura, donc, en tant qu'attachée de presse, comment vous arrivez à susciter l'intérêt des médias sur une destination en particulier, et notamment les destinations les moins connues? Comment arriver à convaincre les médias d'en parler? Alors c'est un travail de longue haleine puisque c'est vrai que toute l'importance des relations presse, il est dans le mot relation et dans forcément le networking, le fait d'être proche des journalistes. Donc l'avantage c'est qu'on les connaît bien, donc on sait les cibler aussi, Ouais. on sait à qui parler, à quelle destination mettre en avant auprès de quel profil. Donc d'abord on cible le bon média, le bon journaliste, ensuite on va l'informer. Donc l'informer comment? Ça peut être à travers des communiqués de presse, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, mais également ce qu'on appelle des pitchs, qui soient par téléphone ou par mail. Donc on appelle le journaliste, on lui parle un petit peu de la destination, etc. pour lui donner envie. Ça peut être à travers des conférences de presse. Enfin voilà, il y a plein d'outils comme ça en relation presse qu'on utilise pour informer le journaliste. Et ensuite, la meilleure chose à faire, c'est qu'ils partent en voyage de presse, forcément pour sentir l'ambiance du pays, l'atmosphère, rencontrer les locaux, etc. Il n'y a rien de mieux et c'est là qu'on obtient les meilleurs résultats. Donc il y a tout ce travail-là, donc le ciblage est hyper important. Et il y a deux choses, parce que soit on s'adresse à un journaliste en lui présentant une destination qui est déjà connue, donc où là il n'y a plus du tout de travail de notoriété à faire. Finalement, le journaliste il se demande même qu'est-ce qu'il va pouvoir découvrir de plus, parce que cette destination elle est déjà connue de tous, etc. Donc là, notre rôle, ça va être de trouver les petites pépites, les petits bons plans, lui trouver des exclus, des nouveautés sur place pour attiser un petit peu sa curiosité et justement réorienter un petit peu, on en parlait tout à l'heure, ces flux de touristes sur autre chose que des choses qu'on a déjà l'habitude de voir dans les médias. Ou alors la destination n'est pas du tout connue, et donc dans ces cas-là, on commence par les basiques, la capitale, les principaux points d'intérêt touristique autour, et petit à petit, on va aller vers des choses un petit peu plus insolites. Mais ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est que les journalistes aiment les bons plans, les exclus, tout ce qui est un petit peu boutique, confidentiel, etc. Donc, au niveau des tendances aussi auxquelles ils sont sensibles, c'est les mêmes que vous et moi. C'est juste que c'est un petit peu avant et donc ils sont forcément très précurseurs là-dessus. Alors d'ailleurs, quels sont les derniers succès que vous avez rencontrés? Quels gros médias ont parlé de vos destinations récemment? Alors, il y en a eu plusieurs. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des beaux clients, des belles destinations qui font envie. L'année dernière notamment, on a eu plusieurs fois TF1 qui est parti en Slovénie, avec récemment un reportage de 12 minutes au 13h qui est passé sur la Slovénie. Donc ça, en termes de retombées publicitaires et de valeur ajoutée pour nos clients aussi, c'est hyper important. Ça touche des millions de téléspectateurs à 13h, donc hyper intéressant. En ce moment, il y a un journaliste de Cuisine Actuelle qui est rentré de Saint-Martin. Il était là-bas pour un 12 pages qui va être publié dans le numéro de Noël. Donc quand on sait que les magazines cuisine, souvent on les achète à Noël pour trouver un petit peu des nouvelles recettes, etc., pour épater ses proches, et bien là c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que de base il n'était pas hyper convaincu en plus par Saint-Martin, il voulait faire plutôt un combo outre-mer, donc combiné avec la Guadeloupe, la Martinique, il ne pensait pas avoir suffisamment de contenu. Et nous, notre rôle, ça a été de lui montrer que il y a de quoi faire sur l'île, etc. Et après, c'était la capitale gastronomique des Caraïbes, justement. C'est ça. Mais il y a un petit peu cet a priori à briser aussi. Donc c'est pour ça que nous, il faut qu'on sorte nos plus beaux arguments, etc. pour qu'ils y aillent. Mais je dirais ça. Et on a eu aussi l'occasion de travailler avec Miss France. Sur Saint-Martin aussi, Hélène a accompagné le voyage de Miss France sur place. Voyage d'intégration de Diane Lair. Ouais, voilà. Donc on a aussi l'occasion de faire des belles OP comme ça qui font rêver. Alors on a parlé du Covid tout à l'heure par rapport aux touristes, donc la manière dont ils voyagent ou pas. Mais comment le Covid a affecté votre manière à vous de travailler précisément? Du coup, le Covid, ça a été vraiment un moment particulier dans le monde entier qui a mis le tourisme à l'arrêt. Au niveau
ça a eu des conséquences vraiment désastreuses pour l'économie des pays. Nous, il faut savoir que la majorité de nos clients sont des institutionnels. On dépend donc de gouvernements via l'Office de tourisme national. Donc on gèle toute activité, on gèle vraiment tout. Ceci dit, pour reprendre, on a été sur une mise en tourisme qui est tout à fait normale. Donc effectivement, il a fallu se recentrer au tout début sur les notions de sécurité, que ce soit la sécurité générale comme la sécurité vraiment l'hygiène, etc. Quelles sont les mises en place qui ont été faites par chacune des destinations pour accueillir de manière saine les voyageurs. Mais sinon, ce qui a changé, c'est que c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on voyait que les consommations, enfin l'achat du tourisme, le grand public prenait ses distances par rapport à l'industrie du tourisme, notamment les agents de voyage qui perdaient de plus en plus de clients parce que c'est facile maintenant d'aller sur Internet, de commander son vol, son hôtel, etc. Ouais, donc tout comparer, d'avoir accès à toutes les infos. Exactement. Sauf que beaucoup de ces voyageurs individuels ont perdu leur voyage, ont perdu leur vol parce qu'ils n'avaient pas les ficelles pour pouvoir récupérer finalement ce qu'ils avaient acheté pendant le Covid ou pouvoir le décaler, etc. Donc ils ont perdu pour certains pas mal d'argent. Et du coup, on observe maintenant le phénomène inverse où le grand public se retourne en agence de voyage ou auprès des tour opérateurs pour être mieux conseillé et avoir la garantie de pouvoir changer de date, trouver une solution alternative quand le voyage n'est pas prévu comme il était prévu au tout début. Donc on a une relance qui est tout à fait, je dirais, normale de notre côté, avec des campagnes de trade marketing qui sont à la fois sur le B2B, donc pour les professionnels du tourisme, et également B2C, mais toujours via les professionnels du tourisme. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager une destination ou une expérience de voyage qui vous a personnellement marqué ? Alors, Faites-nous rêver. Il y en a eu beaucoup. C'est vrai que c'est difficile d'en sélectionner une en particulier parce qu'on s'attache souvent à ces destinations-là et on vit des moments, c'est vrai, assez uniques. On a la chance dans notre métier de pouvoir voyager dans des destinations auxquelles on n'aurait pas forcément pensé au premier abord, personnellement en tout cas. Moi, je dirais qu'une situation assez drôle que j'ai vécue récemment, c'est de participer avec 4 journalistes à une pool party à Saint-Martin. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu le genre d'ambiance que c'était. Voilà. Assez imprévu quand même. Assez imprévu. Donc, j'avais un petit peu d'appréhension quand même de les emmener. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais bon, j'imaginais un petit peu, vu l'ambiance sur l'île. Et j'appréhendais un petit peu. En fait, tout le monde a adoré. C'était hyper safe sur place. On a passé un super moment et je pense que ça, c'est quelque chose qui les marquera et qui fait partie aussi de ces expériences. Et donc là, ils ont vraiment ressenti la destination pour le coup. Donc ça fait partie des petites anecdotes assez drôles que j'ai vécues. Et toi, t'en as sûrement plein aussi. Mais... déjà, ce que je trouve magique dans notre travail, c'est que on ne choisit pas les destinations pour lesquelles on travaille. On répond à des appels d'offres, même si on choisit les destinations auxquelles on va répondre aux appels d'offres, parce qu'il y a des choses d'un point de vue éthique auxquelles on ne souhaite pas aller. Donc, j'imagine. Voilà, mais ensuite, c'est le choix des clients. Donc on ne sait pas effectivement qui vont être nos clients finaux. Et c'est vrai qu'on apprend à les connaître quand on travaille sur le dossier, mais on ne les connaît pas encore à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on arrive à aller dans des destinations qu'on n'a pas choisies de manière personnelle. On se retrouve généralement complètement séduit. Enfin, c'est pas arrivé encore à l'agence qu'on ait des destinations qui ne nous plaisent pas et on devient ambassadeur de ces destinations. Et ça, c'est un côté magique de notre métier où finalement, maintenant, on se débrouille comme ça, on arrive à prendre une voiture, emmener des journalistes, des agents de voyage. Enfin, c'est vraiment impressionnant, presque comme des locaux. Mais sinon, en termes de voyage exceptionnel que j'ai pu faire, donc Laurent en parlait tout à l'heure, le voyage avec Miss France sur Saint-Martin. Voilà, c'est vraiment quelque chose de partir avec l'équipe Miss France, également forcément les médias qui l'accompagnent, etc. pour mettre tout ça en avant. Et il y a d'autres voyages vraiment exceptionnels où on va avoir des portes qui s'ouvrent, qui sont juste dingues. J'ai pu faire un séjour ultra luxe à Dubaï où j'ai dormi au Burj Al Arab dans l'hôtel le plus luxueux du monde. Donc ça, c'est quand même, là on est sûr.
Ouais. C'est tout à fait normal. On prend de très mauvaises habitudes chez Indigo. J'imagine. Bon, moi, ça donne envie. Ça donne envie. C'est sûr. Oui. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous deux d'avoir Merci à participé vous. à cette émission. Merci, Nico. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le replay sur tous les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et très bonne journée.